Âge tendre, mardi 23 septembre, suite, partie 3. Sola, si ça t'intéresse, tu devrais lire quelques bouquins sur la mémoire. Ça serait utile à ton CERCI. Moi, d'accord. Sola, on en reparle la semaine prochaine si tu veux? Moi, d'accord. Sola, ok, bon, et sinon tu voulais quoi? Une biographie de quoi? Moi, de carrière. Sola, ça implique quoi? Cette fois, j'ai réussi à relever la tête. Le calme revenait et les trains à la gare. Moi, de cartographier ton parcours professionnel. Exemple. Comment as-tu stratégisé ta carrière? Sola a éclaté de rire. Je n'ai rien dit. Sola, on va bien s'amuser. Moi, d'accord. Sola, allez, je te laisse filer. Elle m'a laissé filer, j'ai poussé la porte, il s'est arrêté de pleuvoir. Le sol était mouillé, noir de pavés et jaune de lumière. Mais Sola m'a encore rattrapé, pas physiquement, mais avec sa voix. Sola, mais un truc que tu oublies par contre. Elle m'a rattrapé le bras. Sola, tu te grouilles de décider comment Françoise Hardy va venir chanter La maison où j'ai grandi à ses hordes de fans en délire, ok? J'ai hoché la tête. Ce moment était important parce que j'ai découvert Sola comme un être humain au lieu de seulement falaise. Note rétrospective. Après ça, j'ai des pages et des pages de nettoyage de la rue Georges Perec après la pluie. Et puis le retour à la maison et 2 heures d'écoute de Françoise Hardy. Le jour suivant, qui était un mercredi, visite des proches, etc. Le mari de Madame Lété, devant lequel elle n'a rien dit du tout, et je me tenais là pendant qu'il lui répétait qu'ils étaient tombés amoureux entre le service cardio et le service réa. Il voulait vraiment lent ou sans persuader. Le jeudi et le vendredi, j'ai traîné un peu plus avec Sola. Ça a été le début de mon attachement à Sola. Le long de la côte d'Opale, plus tard, j'ai vu ces petits coquillages en forme de cône qu'on appelle ici des lampotes et qui s'accrochent aux rochers. Quand j'ai découvert les lampotes et les rochers, j'ai pensé à moi avec Sola. Samedi 27 septembre. Aujourd'hui, j'ai eu une interaction inattendue avec Vadim et par conséquent avec tous les autres de la maisonnette. L'élément déclencheur a eu lieu dans le salon vers 9h32 du matin. Nous prenions notre petit déjeuner en silence avec nos téléphones portables. Vadim a dit « Vadim, tain, comme je vous envie trop de pas bosser aujourd'hui, sérieux. » Vadim bossait aujourd'hui car la médiathèque Ginette Garcin est ouverte tous les samedis de 11h à 19h et tous les dimanches de 11h à 15h. Et ce sont des journées de forte affluence. Cependant, il ne travaille pas tous les week-ends, seulement un week-end par mois. Et lorsque c'est le cas, il ne travaille ni lundi ni mardi. Ainsi, il faut relativiser les difficultés de Vadim. Constance. La haine, j'avoue, Bouchera, j'avoue. Constance est blonde avec une queue de cheval et fait du clavecin, et Bouchera a des cheveux bruns, courts, en brosse et fait de la guitare sèche et électrique. Elles viennent de 2 côtés de la France entièrement différents. Cependant, elles utilisent souvent le même type de vocabulaire. Elles taquinent, mais jamais méchamment. Je me suis bien habituée à leur présence qui m'est légère. Victor. Si ça se trouve, il y aura une meuf trop bonne qui va venir emprunter un livre en mode « Monsieur, monsieur, vous avez pas un livre sur le PIB de la Chine pour mon cours de géo ?» Il a fait la voix et l'attitude d'une femme qui voudrait du sexe, mais ce n'était pas convaincant. Victor est blond et se rase mal. Je ne me suis pas encore habituée à la présence de Victor, qui est plus lourde que celle des 3 autres. D'ailleurs, Constance a dit « Constance a fait « Pfff, t'es lourd, Victor, tu penses qu'à ça, putain. » Victor, en vrai, Vadim aussi, je suis sûre qu'il pense qu'à ça. Vadim n'avait pas l'air sûr. Je pense qu'il est possible que Victor n'ait pas remarqué que Vadim, je crois, n'est peut-être pas nécessairement hétérosexuel, comme on dit, ou du moins pas de manière absolument prioritaire. Vadim est une autre présence légère. Il est soigneux, il écoute les gens, avec des sourcils qui montrent qu'il écoute. Victor, en vrai, même Valentin, il y pense aussi. Bouchera, rigolant. À mon avis, Valentin, ça l'excite plus de penser à la médiathèque qu'aux meufs dedans. C'était vrai. Et en effet, tout à coup, il m'est venu à l'esprit que c'était dans une médiathèque que Vadim travaillait. Je le savais auparavant, mais ce savoir n'avait pas, pour ainsi dire, créé dans mon esprit l'image d'une médiathèque.
Or, il m'est apparu que la médiathèque à Boulogne-sur-Mer avait des chances de ressembler à ma médiathèque à Albi, qui est un endroit tout à fait propice à mon épanouissement, contenant ouvrages documentaires, œuvres de fiction, BD Tech et espaces multimédia. Moi, c'est possible d'aller voir ta médiathèque, Vadim? Vadim. Ah non, désolé, c'est une médiathèque juste pour les beaux gosses. Moi, j'ai rigolé. En vrai, je peux venir avec toi? Vadim. Bah carrément, gros, fais-toi plaisir. Victor. Il y a des livres de cul dans ta médiathèque? Vadim. Il y a le guide du zizi sexuel, ça doit être à peu près à ton niveau. Victor. Ok, je viens. Constance. Mais what? C'est quoi ce plan de samedi à la médiathèque? Bouchera. On a tellement rien d'autre à faire dans les Hauts-de-France, t'as vu? Ensuite, il y a eu encore de la conversation avec des blagues, et puis nous sommes tous partis. Pour aller à la médiathèque Ginette Garcin de Boulogne-sur-Mer, il ne faut pas prendre la navette comme pour l'unité Mnémosine, mais juste ses pieds. Ça démarre avec la rue qui longe le port, puis, presque en face de Nausicaa, on tourne à droite dans une rue escalier qui est soudain là très brusquement. Cette rue s'appelle rue Machicoulis. Dans Le Boulonnais sans peine, brochure dans l'entrée de notre maisonnette, il est écrit que la montée de la rue Machicoulis fait partie des curiosités historiques de la ville de Boulogne. Cette montée, cependant, n'est pas sans peine. Bouchera. Putain, les cuisses! L'escalier est creusé dans la falaise. Il est très long. On continue par une autre rue en courbe. Ensuite, on arrive à une vue sur la mer. J'ai été surpris par cette vue sur la mer qui attrape aux poumons, surtout par ce ciel qui était entre le bleu et le vert et un vent gigantesque qui sonnait des cymbales. Nous avons continué à marcher le long de cette vue. Le port de Boulogne-sur-Mer possède 2 longues jetées qui viennent presque fermer un triangle de mer. Par le bout de ce triangle, des bateaux sortent et entrent, rouges et blancs. Ils traînent derrière eux leur écume. Lorsqu'on est près du port, il semble long et lourd. Mais lorsqu'on est tout en haut, il semble rien ou presque. Nous avons continué à marcher. Nous nous sommes retrouvés près d'un blocos. Il existe, dans le Pas-de-Calais, tout le long de la côte d'Opale, de nombreux blocos datant de la Seconde Guerre mondiale. Un blocos est un abri de béton armé qui servait à contenir des Allemands. Depuis les fenêtres, ils observaient l'Angleterre, qui est idéalement placée de l'autre côté de la mer. Depuis que les Allemands s'en sont allés, les blocos s'en vont aussi, mais plus lentement, emportés par l'érosion qui fait s'écrouler les falaises dans la mer. J'ai déjà vu quelques blocos sur la route lors des voyages en voiture ces dernières semaines. Certains sont entiers, avec le haut du crâne hors de l'herbe. D'autres sont en morceaux, et parfois ils dépassent du béton une tige de métal, comme un poil de barbe. Certains sont tagués, et d'autres non. Certains ont des panneaux, ne pas s'approcher, et danger, ainsi que des têtes de mort. Nous avons continué à marcher, et nous sommes arrivés à un bâtiment extraordinaire. Ce bâtiment était invisible jusqu'à ce qu'on le voie, car il est principalement en verre. Cependant, une fois qu'on le voit, ce bâtiment est très visible, car le verre renvoie vivement 1000 reflets. Ce bâtiment est de forme arrondie. Ce bâtiment fait face à la mer. Ce bâtiment est la médiathèque de Boulogne-sur-Mer. Ce bâtiment a été construit suite à un investissement de l'Union européenne combiné avec des aides débloquées par le gouvernement dans le cadre du plan Donnons à nos régions les moyens de leurs ambitions, source, brochure dans l'entrée. L'architecte de ce bâtiment a choisi d'évoquer par le verre, les écailles et par la forme un ventre de poisson. Ceci afin de rendre hommage à l'art de la pêche, qui constitue l'une des plus grandes richesses des zones côtières du Pas-de-Calais et se perpétue dans le souci du respect de l'environnement et des méthodes ancestrales. Constance, c'est grave beau ta médiathèque. Comme je suis trop jalouse. Moi, mon école, on dirait que c'est les CE1 qui l'ont découpée dans des rouleaux de papier toilette. Valdim ne disait rien, mais il me semble qu'il était fier que nous apprécions sa médiathèque. Nous sommes rentrés, les portes coulissaient sans un bruit. J'ai vu que derrière le grand comptoir blanc, il y avait des bibliothécaires. J'ai vu, par les grandes baies vitrées, que la mer continuait à s'étirer et dedans, un peu loin, des éoliennes légères qui tournaient lentement. J'ai vu que la médiathèque était si immense que les livres dedans faisaient tout petits
serrés sur des présentoirs blancs. Il y avait plein de poufs joyeux, de couleurs vives, verts comme des petits pois ou rouges groseilles. Certains avaient des gens dessus et d'autres non. Vadim connaissait beaucoup de gens. Il leur parlait, plaisantait avec eux. Ce n'est pas une médiathèque où on doit faire chute. Ces gens lui répondaient avec un accent. Ils étaient du Pas-de-Calais, contrairement à nous. Nous avons visité. Vadim était décidément fier de nous faire visiter. Il disait des choses anodines mais pleines de cœur. Vadim, l'arbre à livres, pour que les mômes grimpent dedans et tout. Cet arbre est en bois, comme un vrai arbre, mais il est faux, et dedans se trouvent des nids rembourrés. Aux branches sont suspendus des albums qui planent comme des oiseaux. Des prises en plastique, comme sur un mur d'escalade, permettent aux enfants de monter dessus. Dans l'arbre se trouvaient nichés 2 enfants qui lisaient, l'arrache-mot pour l'une et l'arbre sans frein pour l'autre. Vadim, l'espace multimédia, il y a Internet gratuit, tu peux jouer aux jeux vidéo et tout. Là se trouvaient des gens plutôt jeunes qui étaient sur les postes informatiques et qui faisaient des choses comme être sur YouTube, être sur impôts.gouv, être sur voyagesncf.fr, être sur Gmail, être sur Wikipédia. Vadim, ça, c'est les fat boys. T'as le droit de dormir et tout. Les fat boys sont de longs poufs confortables. Des gens lisaient dessus ou y dormaient. J'étais surpris de voir que, partout dans la médiathèque, il y avait des personnes de couleur. Exemple, de couleur noire. Vadim a dit en murmurant « Vadim, il y a pas mal de réfugiés climatiques qui viennent ici. Ils essaient de passer en Irlande avec les bateaux et tout. » Ainsi, sans vouloir catégoriser toute une catégorie de personnes, il était possible que certaines personnes de cette catégorie soient des réfugiés climatiques et cela s'expliquait. En attendant, il lisait des livres. Moi, en me déplaçant dans la médiathèque, j'ai eu l'impression d'être dans un espace vaste avec de la clarté et de la pureté qui me tenaient à l'intérieur de lui. J'étais comme à l'unité mnémosine dans cet espace, ou comme dans la voix de Françoise Hardy. Il y a dans tous les endroits la même non-violence. Vadim, étudiant. Les étudiants avaient des boules qui ou des écouteurs et travaillaient sur des ordinateurs portables. Vadim, dans certaines sections, on a le droit d'amener des animaux et tout. On était dans une section avec ce droit et donc, nous avons vu un chien de taille moyenne, de type cocker, et sa propriétaire qui lisait « Je mets KO les kilos ». Là, j'ai remarqué que nous étions arrivés près de rayonnage intitulé « Entre autres ». Sport, régime, bien-être, j'ai bifurqué à ce moment-là et Vadim a continué la visite sans moi. Je suis passée à santé, médecine, j'ai bifurqué de nouveau. Ces étalages-là étaient moins fréquentés que pour régime. J'ai trouvé cancer, sida, sclérose, j'ai cherché à éviter ces mots, j'ai trouvé vaccin, homéopathie, automédication, puis tout à coup, dépression, et juste à côté, vieillesse, et juste à côté, Alzheimer. Il y avait des livres qui s'appelaient « Quand mamie oublie »,« Démence et Alzheimer »,« Trou de mémoire », que sais-je, « Le cerveau et la mémoire », et puis aussi un livre qui s'appelait « Le livre noir des unités mnémosines ». J'étais intriguée par ce titre, alors j'ai pris le livre. Il était en effet noir. Il disait derrière « Méthode révolutionnaire pour le bien-être des patients » ou pour la poche des fournisseurs. Disneyland de la démence, l'unité mnémosine transforme le passé disparu des patients en bel avenir pour les labos. Des milliards de dollars à travers le monde sont dépensés chaque année par les gouvernements et les grandes entreprises pour conquérir le juteux marché de la perte de mémoire. En France, 3 unités de pointe. Je n'ai pas pu lire le reste, car je me suis aperçu que derrière le trou rectangulaire formé, sur l'étagère par le livre que je venais de prendre, il y avait Sola Perret. Sola ne me voyait pas, mais moi, je la voyais, elle, découpée sur les contours par les livres, et je voyais qu'elle transportait 3 livres. Anna Karénine, 150 recettes sans viande, Ses deuils impossibles. Je n'étais pas intriguée par Anna Karénine, puisque je savais qu'il s'agissait d'un roman de Léon Tolstoï, c'était écrit sur la 4e de couverture, ni par 150 recettes sans viande. Sola m'avait dit une fois qu'elle était flexitarienne, qui veut dire manger de la viande par-ci par-là, si nécessaire, mais pas de manière très motivée. Par contre, j'étais intriguée par le livre Ces deuils impossibles, qui ressemblait à un livre de développement personnel, comme ceux que lit ma mère. De fait, Sola
se tenait dans le rayonnage développement personnel, plus précisément pile poil entre dépression et reconstruction de soi. Bientôt, j'ai vu qu'elle ajoutait à sa pile l'ouvrage suivant. Et ce jour-là, les amours mortes en auront fini de mourir, surmonter un deuil conjugal. Ainsi, j'ai conclu que Sola avait perdu son mari ou sa femme, et puis l'ouvrage suivant. L'enterrement de mon meilleur ami, surmonter un deuil amical. Ainsi, j'ai conclu que Sola avait perdu un ami ou une amie. Et puis l'ouvrage suivant. Toi, le frère que je n'aurai plus jamais. Surmonter un deuil adelphique. Ainsi, j'ai conclu que Sola avait perdu un frère ou une sœur. Cela commençait à faire un bon nombre de deuils non négligeables. Aussi, j'ai conclu que, si ça se trouvait, elle n'avait perdu personne, mais qu'elle se renseignait, peut-être, sur l'éventail des possibilités. Et puis l'ouvrage suivant, Fais ton deuil et tais-toi, le travail de deuil dans un monde trop pressé. Ce qui semblait plus généraliste et applicable en toutes circonstances. À ce moment-là, comme elle avait retiré beaucoup de livres de rayonnage, elle m'a vu. Sola, geste de surprise. Ah! Moi, ah, bonjour. Sola, Valentin. Elle a voulu recaler les livres, mais ils sont tous tombés par terre comme dans un film. Je suis donc venue l'aider à les ramasser. Sola. T'es partout où on ne t'attend pas, hein, ça commence à bien faire. Moi, pardon. Elle était rouge comme la devanture de la brasserie Amiot. Sola. C'est samedi. Tu devrais être dehors à folâtrer dans les champs, bordel. Moi, je suis venue visiter la médiathèque. Sola. Eh ben voilà. Elle est belle, hein? Elle a levé le nez, et moi aussi, et nous avons contemplé le plafond qui donnait tout droit sur le ciel. Moi, elle est très belle. Sola. Voilà. Bon, drôle de te trouver ici. Je fais des recherches. Moi aussi, je fais des recherches. J'ai montré le livre noir des unités mnémosines. Mais Sola a eu l'air trop distraite pour regarder le livre. Elle regardait les siens. Elle a mis Anna Karénine au sommet de la pile et 150 recettes sans viande en bas. Mais on voyait quand même les tranches des autres livres dans ce sandwich. Sola. D'accord, je dois filer, j'ai rendez-vous avec. Je crois que la phrase était incomplète, parce qu'elle a voulu inventer un rendez-vous, mais a manqué d'imagination. Elle est partie avec ses livres de deuil mal camouflés. Dessus, Anna Karénine portait une robe bleue. Dessous, les steaks de tofu dépassaient. Au milieu, les couvertures étaient sombres. J'ai regardé Sola disparaître près du grand comptoir blanc. Je me demande quel deuil était le sien dans tout ce tas. Il me semble plausible qu'elle en cache un vrai dans plusieurs faux afin de brouiller les pistes. Je l'ai regardée sortir de la médiathèque et s'avancer sur le promontoire devant lequel il y avait la mer, avec dedans les éoliennes. Elle avait enfermé les livres dans un sac à dos. Elle marchait vite. Elle s'est effacée près du blocos. Je suis restée très perplexe dans la grande médiathèque Ginette Garcin, aspergée de soleil. Note rétrospective. Il va sans doute vous venir à l'esprit, monsieur ou madame la professeure, que ce n'est peut-être pas tout à fait moral de vous livrer des choses sur Sola Perret qui relèvent de l'ordre de la vie privée. Cependant, Sola Perret m'a donné son accord, j'expliquerai plus tard, et que cela n'a rien à voir avec le CERCI. Or, je pense que ça a beaucoup à voir. J'essaierai d'expliquer au fur et à mesure pourquoi, mais je compte aussi sur vous pour comprendre, en étant attentif aux petites connexions et aux liens thématiques. Bouchera. T'étais où, Valou? Moi. J'ai vu quelqu'un que je connais. Puis, on est tous, sauf Vadim qui travaillait, allés manger des frites.